L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Stéphane Amar, bonjour Boker Tov. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes heureux de vous accueillir pour nous parler de votre dernier ouvrage qui est sorti hier, donc dans les librairies en France et en Israël aussi, dans les librairies francophones en Israël. Pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien ? C'est dans quelle maison d'édition ? Le grand secret d'Israël, en sous-titre, pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien ? Alors voilà, c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors d'accord, alors ça c'est un titre qui on peut dire est d'actualité. Israël, il est toujours d'actualité, mais plus particulièrement en ce moment avec les tensions que l'on peut ressentir, en particulier venant de Gaza. Pourquoi il n'y aura-t-il pas d'État palestinien ? Dites-nous-le très clairement. Alors, pour faire vite, ça fait à peu près 100 ans en fait, qu'on essaie de créer un État palestinien depuis 1937, les accords Peel. En fait, on essaie de partager le territoire de la Palestine mandataire en deux, en État juif et en État arabe. Ça n'a jamais marché. On a essayé donc en 1937, on a essayé ensuite avec le plan de partage en 1947. On a essayé très récemment avec les accords d'Oslo en 1993. Ça s'est terminé dans un bain de sang. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. La raison est simple, c'est que selon moi, on ne peut pas diviser ce territoire. Il est trop petit et surtout, chacun des peuples est attaché au même lieu. Alors évidemment, c'est vrai pour Jérusalem, on le sait. On essaie de partager des espaces minuscules, l'esplanade avec la vieille ville. C'est évidemment impossible, mais c'est vrai aussi pour d'autres lieux peut-être moins symboliques. Par exemple, les Palestiniens tiennent au moins autant à Jaffa, dans la banlieue de Tel Aviv, qu'à Ramallah ou à Naplouse. Et pour les Juifs, c'est la même chose. Ils sont au moins autant attachés à Hébron et à Jérusalem qu'à Tel Aviv ou à Haïfa. Donc le partage est impossible. On a essayé de tracer une ligne. En plus, depuis 1967, depuis la guerre des 6 jours, Israël, par tous les moyens, a essayé d'effacer la ligne verte en construisant énormément d'implantations de l'autre côté de la ligne verte. Il y a maintenant un demi-million d'Israéliens qui vivent de l'autre côté de la ligne verte. Donc on ne sait plus du tout faire passer la frontière. Le territoire n'est pas divisible et on ne peut pas créer d'État palestinien. Alors, lorsque la gauche israélienne aujourd'hui, c'est son leitmotiv, dit une formule très, très choc, eux ici, nous là-bas, eux là-bas, nous ici. On veut se séparer des Palestiniens. C'est pas parce qu'on les aime qu'on veut faire un accord de paix, c'est parce qu'il faut se séparer, on ne peut pas vivre ensemble. C'est parce qu'on les aime pas. Voilà, c'est peut-être parce qu'on les aime pas aussi. Qu'est-ce qu'il y a de réaliste dans ce c'est vrai que mon point de départ, c'est Shaul Arieli. Le livre commence avec Shaul Arieli, qui est un des responsables de Shalom Arshav, qui est un ancien responsable de Tzahal, de la région de Gaza. Donc quelqu'un de très réaliste, très pragmatique. Effectivement, quand il vous explique son plan de partage, ça paraît très logique. Il dit voilà, il faut créer 2 États homogènes ethniquement, les Juifs d'un côté, les Arabes de l'autre. C'est comme ça qu'on peut vivre en paix. Y compris avec la proposition faite par Lieberman d'englober lui se situe plus dans les accords de Genève, c'est-à-dire vraiment, c'est une espèce d'Oslo bis comme ça, de diviser le territoire. Mais seulement, le problème, c'est que ça se heurte à l'épreuve des faits, ça n'a jamais marché. Pourquoi ? Pour ces questions identitaires dont je viens de parler, parce qu'en fait, aucun des 2 peuples n'est prêt à céder réellement ce qu'il estime lui revenir. Les Juifs pensent de plus en plus, et ce que je démontre dans le livre, c'est rentrer dans le consensus qu'en fait une bonne partie de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie fait partie de l'Israël biblique et que les Juifs ont une légitimité sur ces endroits-là. Et on l'a vu très récemment à Gaza, les Palestiniens, 70 ans après le conflit, veulent revenir dans les villes, dans les villages desquels ils ont été chassés durant la guerre de 48-49, et ils ne veulent pas renoncer à ça, ils ne veulent pas renoncer à un pouce de la Palestine. On peut évidemment trouver toujours des représentants qui vont tenir un discours différent, mais le peuple palestinien, il estime que toute la terre lui revient et donc il ne veut pas céder sur un partage. Donc vous êtes en train de nous dire finalement qui est devenu on va dire une réalité de ces dernières années, qu'en fait le conflit n'est pas un conflit territorial mais que c'est un conflit religieux. C'est de plus en plus évident, on l'a bien vu ces derniers mois avec ce qui se passe autour de l'esplanade, des mosquées, des esplanades du temple, c'est-à-dire que on est dans le symbole, on n'est plus du tout dans le territoire, c'est-à-dire qu'on veut affirmer son nationalisme, on veut affirmer son identité, effectivement sa religion, et le conflit se situe à ce niveau-là. À Gaza, c'est pas n'importe qui vient à la barrière, c'est des militants, on l'a vu, du Hamas. Le Hamas a reconnu, j'ai vu ce matin, que 50 personnes tuées étaient des militants du Hamas. C'est un mouvement religieux issu des frères musulmans,
musulman. C'est un mouvement, j'allais dire, de mainstream musulman. C'est pas du tout un mouvement extrémiste, contrairement à ce qu'on peut dire. Il a largement gagné les élections, ce que je raconte dans le livre, en 2005. Sa victoire a été niée par la communauté internationale, mais il avait gagné démocratiquement, de façon transparente. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et je pense que s'il doit y avoir un dialogue, c'est certainement à ce niveau-là qu'il doit se dérouler. Alors, dans votre livre, vous dites ce qu'il n'y aura pas, c'est-à-dire pas d'État palestinien, mais qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement ? Et après, très bonne question. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est quasiment jamais abordé. C'est pour ça que j'ai appelé ça le grand secret d'Israël, parce que tout ça se murmure dans les couloirs, mais c'est pas vraiment mis sur la place publique. Ce qui se prépare, de mon point de vue, c'est une annexion pure et simple. Juste entre parenthèses, est-ce que vous avez l'impression que finalement tout le monde est conscient que c'est un problème insoluble et que finalement on le maintient parce que finalement on maintient le statu quo, on maintient le statu quo depuis 50 ans, même 70 ans si on veut. Et effectivement, on voit pas de solution arriver. Moi, j'en vois une. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Voilà, ce qui est en train de se passer, c'est que Israël prépare en fait l'annexion de la Cisjordanie, tout simplement. Alors, vous avez écrit un livre sur Ariel Sharon. Ce que je défends dans le livre, c'est qu'Ariel Sharon, en quittant Gaza, a quelque part expulsé 7000 juifs, mais il a également sorti 1,5 million ou voire 2 millions de Palestiniens de l'équation démographique. Donc ça change beaucoup. Sorti en partie, puisqu'on voit que finalement, lorsque les Israéliens sont retirés de Gaza, Gaza les poursuit. Il n'y a plus d'implantation, donc il n'y a plus vraiment de problème démographique. On peut considérer que c'est un État qui va devenir indépendant à moyen ou long terme. Stéphane, que ces derniers mois, lorsque l'on a parlé de sondages sur de la mer Méditerranée au Jourdain, le nombre de Palestiniens, on ne fait pas la distinction avec les 2 millions d'Arabes de Palestiniens de Gaza, ils sont dans le compte, quoi. Je vais vous répondre là-dessus. Mais en tout cas, ce qui se passe, en tout cas pour l'instant au niveau réel, c'est qu'il y a deux territoires, la Cisjordanie d'un côté, Gaza de l'autre. Gaza, depuis 10 ans, dans les mains du Hamas. Il y a des négociations en cours, malgré les violences, notamment par l'entremise de l'Égypte, pour donner de plus en plus d'indépendance à Gaza. On peut considérer que ça va devenir un État indépendant, et en plus, il est irréconciliable avec le frère de Cisjordanie. Il y a eu des multiples tentatives de réconciliation, ça n'a jamais marché. Ensuite, en Cisjordanie, il y a effectivement 500 000 juifs qui y vivent. On ne sait pas bien combien de Palestiniens, on va dire entre 2 millions et 2,5 millions, selon les chiffres avancés. Ce qui nous fait qu'entre la mer et le Jourdain, actuellement, en excluant Gaza, on est dans un rapport à peu près de 70% de juifs, 30% d'arabes. Mais ce qui est nouveau, et ce qui est très important, et ce qui change la donne, ce que je raconte dans le livre, c'est que la dynamique démographique s'est inversée au profit des juifs. Ouais, les juifs font de plus en plus d'enfants, sont de plus en plus nombreux. Donc ils peuvent se permettre d'envisager l'annexion et d'intégrer en fait les arabes palestiniens de Cisjordanie dans l'État d'Israël. Ce que j'explique dans le livre, ce que je défends, c'est que les Arabes de Cisjordanie sont majoritairement pour cette option, parce qu'Oslo ne leur a apporté que la guerre, que des murs, que des barrages militaires dont ils souffrent tous les jours. En revanche, il y a beaucoup de voix dans mon livre qui le disent, donc beaucoup de voix palestiniennes, ouais. Ils sont pour une annexion à Israël, ils deviendront donc des Arabes israéliens. Il y a 1,5 million d'Arabes qui vivent en Israël. La cohabitation se passe extrêmement bien, je démontre aussi, ils ne font jamais d'attentats quasiment, statistiquement. Ils sont très bien intégrés dans l'économie. Le numéro 2 d'Apple dans le monde est un arabe israélien de Haïfa qui a lui-même fait que Apple installe des centres de recherche en Israël. C'est un modèle finalement d'intégration dont on parle rarement, mais je le démontre, je pense qu'il y a un modèle, c'est absolument indéniable. Et donc petit à petit, ça ne va pas se faire en 1 an, 2 ans, ça va être sur le temps long, mais petit à petit, je pense que les Arabes de Cisjordanie vont être intégrés en conservant évidemment leur identité, voire même une certaine autonomie. Ce vont être fameux intégrés dans l'État binational, c'est pas quelque chose qui est particulièrement préoccupant ou inquiétant. Non, d'une part parce que sur le principe, c'est la réalité dans laquelle tout à fait. Sur le principe, je vois pas d'incompatibilité génétique à faire vivre des Arabes et des Juifs ensemble. Ça se passe très bien en Israël, on le voit très bien. Chacun peut le constater au quotidien. Il n'y a pas une pharmacie à Jérusalem qui est pas tenue par un Arabe de Jérusalem. Ils sont médecins dans les hôpitaux, ils sont dans les universités, dans les centres commerciaux. Les peuples se croisent. Et c'est vrai évidemment à Haïfa, c'est vrai à Jaffa, à côté de Tel Aviv, c'est vrai quasiment dans tout le pays. Donc je pense pas du tout qu'il y ait un problème de cohabitation entre les deux peuples. Il y a juste un problème politique. Et encore une fois, cette crainte en fait qui est toujours brandie par la gauche de dissoudre le sionisme dans un État binational, dans un grand État, je préfère parler d'État unique, je pense qu'elle est complètement injustifiée parce que chacun peut très bien conserver son identité dans un grand État, si tant est que chacun se respecte et finalement, c'est ça la vraie paix, quoi, accepte l'existence de l'autre. Alors, pour réaliser cet ouvrage, vous avez dû recueillir de nombreux témoignages. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les témoignages ? Je suppose également de nombreux témoignages chez les Palestiniens. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Est-ce que vous avez recueilli des témoignages ? Vous avez pu dialoguer avec des Palestiniens
on va dire, en dehors de la crainte de s'exprimer et de voir leurs propos étalés, est-ce que vous avez eu le sentiment que les Palestiniens comprenaient que l'issue était, de leur point de vue, n'était pas favorable et que leur leadership ne les avait pas conduits vers une sortie, on va dire, honorable de cette crise? Alors, il y a un vrai ressentiment des Palestiniens de Cisjordanie par rapport à leur leadership, par rapport à l'autorité palestinienne, qui est jugée corrompue, incapable finalement de mener des négociations, d'arriver à ses fins. Il y a aussi un vrai réalisme, c'est-à-dire celui d'avoir perdu une série de guerres, 48, 67, 73, les soulèvements des deux intifadas, etc. Donc il y a une forme de réalisme, de dire voilà, effectivement, on n'a pas réussi à imposer notre État sur tout le territoire. Il y a aussi, c'est vraiment ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, l'idée que la guerre de 48-49, contrairement aussi à ce que peut dire une partie de la gauche ici en Israël, c'est là que naît le vrai problème. C'est pas du tout en 67 avec l'occupation des territoires. C'est dès 48-49, là, c'est 700 000 Palestiniens expulsés. C'est attesté par tous les historiens, pas seulement par les nouveaux historiens, mais c'est attesté par tous les historiens sérieux. Yitzhak Rabin lui-même le disait. Il a raconté comment est-ce qu'il a dû, en 48 heures, expulser 50 000 habitants de Lod et de Ramleh. C'est un véritable traumatisme. Et je pense que tant que ce traumatisme ne sera pas admis à la fois par les Juifs et par les Arabes, c'est tant qu'on ne pourra pas établir vraiment un dialogue autour de ça, comme ça a pu se passer par exemple en Afrique du Sud ou au Rwanda, je pense que la situation restera bloquée. Il faut que les deux peuples réalisent qu'il y a eu une guerre terrible, qui a été gagnée par une des deux parties, parce qu'il fallait bien qu'une des deux parties gagne, que ça c'est le passé, qu'il ne faut pas revenir là-dessus éternellement, que maintenant il faut se tourner vers l'avenir, tout en effectivement établissant la vérité des faits, sans tabou. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, on peut construire une paix véritable. Et vous ne pensez pas que les Palestiniens renonceront un jour à leur rêve d'un État? Non, un jour quelqu'un m'a dit vous savez, vous les Juifs, pendant 2000 ans vous n'avez pas renoncé, nous non plus on renoncera jamais. C'est-à-dire alors un État c'est quelque chose, un État sur une partie du territoire, ça ils y ont renoncé depuis très longtemps, je pense. Ils n'ont jamais voulu ça en vérité. Oslo, ça a été une espèce de hold-up diplomatique, ça a été négocié en coulisses, quasiment clandestinement par une poignée d'universitaires israéliens, et de l'autre côté aussi des gens qui avaient étudié dans les universités américaines, des Palestiniens éduqués mais qui ne représentaient pas vraiment leur peuple. On est parti sur une équation complètement erronée. Maintenant, ils ne renonceront jamais ni à Lod, ni à Ramleh, ni à Haïfa. Alors ? Oui, mais alors, justement, le fait de créer un seul État, ça permettra à chacun de vivre là où il l'entend, dans la sécurité, dans le respect de l'autre. Mais cet État démocratique, est-ce qu'il sera toujours aussi juif que alors, c'est une question de démographie, c'est ce que je vous disais. Est-ce que l'on pourra accepter, est-ce que cette population acceptera que l'hymne national soit la Tikva et que le drapeau soit le drapeau ça se déterminera de manière démocratique. C'est-à-dire que actuellement, je vous le dis, les Juifs sont 70% sur ce territoire, entre la mer et le Jourdain, en excluant Gaza. Toutes les démographes maintenant, tous les études démographiques montrent qu'ils vont être de plus en plus nombreux. Il n'y a qu'à prendre sa voiture et rouler depuis Ashkelon jusqu'à Hadera. C'est quasiment une mégalopole. Il n'y a aucune interruption. On voit bien que ça construit partout. On voit bien que la population israélienne, ça se voit aussi dans les rues de Tel Aviv. Je ne parle pas seulement des milieux religieux. Dans les rues de Tel Aviv, 3, 4, 5 enfants, c'est absolument courant de nos jours. Donc il y a une explosion démographique en Israël. Pour la première fois cette année, le taux de fécondité des femmes juives a dépassé celui des femmes arabes. Donc il y a une dynamique démographique qui joue en faveur d'Israël. Il n'y a pas a priori de crainte à avoir. Mais de toute façon, je suis convaincu que seule la démocratie en fait peut amener la paix et le respect de chacun. Et à ce moment-là, quand chacun vivra, comme c'est le cas d'ailleurs dans les frontières 67 depuis 70 ans maintenant. Dans les frontières 67, c'est un système complètement démocratique. Les Arabes sont représentés à la Knesset. Ils peuvent s'exprimer. Contrairement à ce que peut faire croire quelques envolées de certains députés arabes à la Knesset, la majorité des Arabes israéliens sont extrêmement contents de vivre en Israël et extrêmement loyaux. Et ils se développent, je le montre aussi dans le livre, y compris en tant que musulmans. Il y a des imams dans mon livre qui disent qu'ils sont extrêmement contents de vivre dans un cadre démocratique, qui ne serait pas le cas s'ils étaient dans d'autres pays de la région. Et on peut très bien vivre ensemble. Je ne vois aucune, si vous voulez, incompatibilité à vivre ensemble. Bien, certains diront que vous êtes peut-être aussi un peu naïf dans la droite israélienne ou on va dire la droite radicale israélienne. Certains diront que vous êtes peut-être un peu naïf, mais en tout cas, vous avez réalisé donc une véritable enquête à ce sujet avec des témoignages qui, je suis sûr, seront passionnants. Je lisais hier, on en parlait, je lisais un témoignage d'un Palestinien de Gaza qui disait « Nous sommes entre le marteau et l'enclume, entre le marteau de Abbas et l'enclume du Hamas. Et si nous pouvions retrouver les Juifs qui étaient ici
ici, ceux du Gush Katif, ça serait bien, et travailler avec les Juifs, ça serait bien. Voilà, c'est-à-dire, je suppose qu'il y a plusieurs témoignages dans votre livre qui ressemblent à cela. Tout à fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu séparation, ça a viré à la catastrophe. On l'a vu à Gaza, on l'a vu au sud Liban, on l'a vu aussi en Cisjordanie dans les années d'Oslo. À chaque fois que les gens vivent ensemble, comme dans l'Israël de 67, comme à Haïfa, comme à Tel Aviv, comme à Jérusalem, ça se passe très bien. Merci encore Stéphane Amar d'être venu nous présenter votre livre, votre ouvrage. Donc là, le grand secret d'Israël. Pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien. Donc c'est paru dans les maisons, dans les librairies en France et dans les librairies francophones en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Merci. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.